Voici l'histoire de Shoko Tendo, fille d'un yakuza. Elle a réussi à survivre à des choses vraiment horribles que personne ne devrait avoir à vivre. Shoko a toujours sur elle les marques physiques et mentales de son passé difficile et des années de maltraitance et de souffrance vécues au sein du clan. Tout cela s'est passé avec la bénédiction de son père. Jetons un œil à la vie de la fille de yakuza la plus dangereuse du Japon. Ici, 神戸駅からすぐ近くにあります4代目の竹中組長の事務所です。4代目山口組の事務所です。すいません。組長ね、死んでしまいましたけども。組長、どうしますかこれから。出ときや。これからどうするんですか出とき言うんだろ。それだけ聞かせてください。ご覧のように、全く取り合ってくれません。De nombreuses personnes extérieures ont une vision idéalisée des yakuza. Ce syndicat du crime, extrêmement dangereux, a une histoire qui s'étend sur des siècles. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il a évolué pour devenir l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. En 1963, les yakuza comptaient plus de 180 000 membres et commençaient à exercer une influence croissante sur le Japon. Ils n'ont pas hésité à corrompre les politiciens, faisant de cette activité une partie intégrante de leur opération criminelle. Leur revenu provient de diverses activités, y compris le chantage, l'extorsion et la vente de produits illicites. Leur nombre a commencé à diminuer à mesure que la société japonaise devenait moins tolérante envers les yakuza. Cependant, on parle rarement des femmes des yakuza, et elles sont encore moins connues. Comme nous le verrons, il peut y avoir une très bonne raison à cela. Comme le démontre cette histoire, avec tous ces détails terrifiants. Une femme qui est mariée à un yakuza, son quotidien, c'est un quotidien d'une femme au foyer typique japonaise. Maintenant, la différence, c'est qu'en général, cette femme de yakuza aura toujours un peu cette anxiété que son mari rentre ou pas le soir. L'histoire de Shoko Tendo est un récit déchirant et tragique qui a choqué de nombreuses personnes. Elle le relate dans son livre. Elle révèle sans retenue le traitement épouvantable que les yakuza lui ont infligé. À elle, ainsi qu'à d'autres femmes. Ce traitement ne se limite pas à leurs ennemis. Mais comprenons d'abord son histoire. Shoko est née en 1968. C'est l'un des 3 enfants de Hiroyasu et Satomi. Elle a grandi à Sakai, à côté d'Osaka, dans une belle maison. Son père, membre des yakuza, dirigeait plusieurs entreprises légitimes en parallèle de sa profession bien plus sombre. Être membre des yakuza comporte des sacrifices, et quitter le gang est risqué, en raison des tatouages de gang qui indiquent l'implication passée de chacun. En réalité, les tatouages des yakuza affectent de nombreux aspects de leur vie, et les anciens membres ont fait face à la discrimination après que leur histoire ait été révélée. Shoko n'a pas encore 10 ans quand elle fait l'expérience de cette discrimination pour la première fois. Après la mort de sa grand-mère, elle voit son père et l'un de ses oncles se disputer à propos du testament. Elle prétend que son oncle a dit à son père « Tu es une racaille de yakuza. Tu n'auras pas un sou de l'argent de la famille Tendo. » Elle se souvient que les voisins faisaient des commérages et qu'elle était traitée comme une paria pendant ses années d'école. Pendant ce temps, son père passait son temps en prison. Et comme la loi japonaise interdit aux enfants âgés de 4 à 14 ans de visiter les prisons, elle ne l'a pas vu pendant de nombreuses années. En son absence, sa mère surveillait son gang et les entreprises familiales. Bien que sa mère l'aimait et la soutenait, elle ne savait pas à quel point Shoko était victime d'intimidation en tant que fille d'un gangster. L'une de ses pires expériences serait une prémonition de la violence qui allait venir dans sa vie. Lors d'une rencontre avec une autre fille, elle a été piégée. Un groupe de garçons a tenté de la violer. Avec l'aide d'un ami, elle a réussi à les repousser et à échapper à cette agression. Son association avec les yakuza et les dangers qui y sont associés ont eu un effet néfaste sur sa vie. Et elle allait bientôt découvrir l'horreur véritable d'être la fille d'un gangster. L'intimidation, l'exclusion et l'influence familiale ont finalement eu raison de Shoko et l'ont transformée en une bête sauvage. Un soir, alors qu'elle avait consommé des produits illicites, elle a agressé une personne innocente et a été envoyée dans un centre de redressement pendant 8 mois par la justice. Sa vie ne s'est pas améliorée à son retour à la maison. Les dettes de son père ont commencé à s'accumuler
et la vie est devenue un cauchemar pour Shoko et sa mère. Son père a finalement trouvé le moyen le plus sordide de rembourser ses dettes. Il a permis à des hommes de clan Yakuza à qui il devait de l'argent de violer sa propre fille en guise de paiement. Elle a commencé, suite à ces événements, à consommer de grandes quantités de produits illicites. Elle a été plongée dans une spirale infernale où sa santé mentale et physique se dégradait rapidement. Shoko était devenue l'ombre d'elle-même. La majorité des hommes du clan avec qui elle a eu une relation l'ont battue violemment. Cette vie, elle l'a menée pendant plusieurs années. À l'âge de 20 ans, elle avait eu des relations avec plusieurs hommes de différents clans Yakuza. Elle a parlé plus tard de ses rencontres disant « Chaque fois que je rencontrais un nouvel homme, je pensais qu'il serait différent. Quand il pleurait et s'excusait, je le pardonnais. Je n'ai jamais appris. » Shoko se souvient de la dernière fois où elle a pris des produits illicites. C'était après une autre raclée dans un petit hôtel miteux. Mais cette fois-là, elle a eu un éclair de conscience. Et elle se souvient. « Je n'arrêtais pas de penser que je ne voulais pas mourir dans un endroit comme celui-ci. J'y suis resté 1 heure et j'ai réussi à me traîner jusqu'à chez moi. Je savais qu'il était temps d'arrêter. » Mais elle allait affronter d'autres épreuves difficiles dans sa vie. Quand elle allait perdre son seul soutien, sa mère. Lorsque sa mère est décédée, elle a été submergée par le chagrin et incapable de continuer à vivre. Une nuit, elle a avalé des poignées de somnifères en tentant de commettre l'irréparable. Elle a finalement survécu à cette épreuve. Juste après cette perte, sans repère, elle s'est mariée avec un gangster. Shoko a été sévèrement battue par ce nouvel époux. Son mariage n'a pas duré et elle prétend même que son mari a coupé l'un de ses propres doigts pour la punir de son attitude. Une méthode traditionnelle d'expiation pour les gangsters Yakuza. Cet acte d'autopunition macabre est synonyme de rituel Yakuza et a été un élément déclencheur dans sa vie. Elle a déménagé ensuite à Tokyo. Alors qu'elle se retrouve là-bas sans argent et sans nulle part où aller, elle commence à travailler dans un salon de pachinko en tant qu'hôtesse et essaie de se construire une meilleure vie. Finalement, quand son père meurt d'un cancer de l'estomac plusieurs années plus tard, au lieu de réagir aussi mal qu'elle l'avait fait avec sa mère, Shoko voit cela comme une véritable chance de changer sa vie une fois pour toutes. Fraîchement divorcée, elle saisit cette chance et retourne travailler dans la zone de Tokyo. En 1 an, elle ouvre un compte d'épargne. Elle travaille dur et se concentre sans relâche sur son travail. Grâce à cette persévérance, elle parvient à économiser suffisamment pour quitter à jamais la vie d'hôtesse pachinko. Son histoire jusqu'à présent a été faite de haut et de bas. Elle décide qu'il est temps de mettre son histoire sur le papier et de raconter au monde entier la vie d'une fille de gangster Yakuza. Et ce qu'elle révèle est choquant à lire. On ne devient pas Yakuza quand on est une femme. En revanche, les femmes qui ont épousé des Yakuza font totalement partie du groupe. Après, leur rôle va dépendre en fait du rang hiérarchique de leur mari. Mais une femme qui aura épousé un chef, par exemple, aura des responsabilités liées au groupe. Elle agit à travers le chef, puisqu'elle a un rôle de conseillère, elle gère les finances. Lorsqu'elle publie son livre Yakuza Moon, certains des détails les plus déchirants de son histoire incluent les traumatismes que les années de torture ont causés non seulement à son esprit, mais aussi à sa santé. Ces cicatrices peignent un tableau terrifiant de la violence que les hommes Yakuza peuvent infliger à leurs femmes. Lorsqu'elle a échappé à leur monde, elle avait subi de multiples violences intolérables et avait souffert des répercussions de son usage de stupéfiants. Ses blessures étaient si brutales qu'elle a finalement dû subir une chirurgie plastique de reconstruction. Pourtant, malgré la douleur qu'elle a endurée, souvent avec la bénédiction de son père, elle parle encore de lui avec affection. Malgré une relation difficile entre elle et lui, il a réussi à l'encourager dans une lettre qu'il lui a envoyée juste avant sa mort, où il lui écrit « Shoko, continue à croire en toi-même ». Et elle a cru en elle. Son livre s'est vendu dans le monde entier et a été traduit en plusieurs langues. L'aperçu saisissant du monde des Yakuza a même été validé par certains membres des clans les plus dangereux. L'un d'eux lui a même dit que sa représentation d'un gangster était aussi précise qu'elle pouvait l'être. Peut-être que le fait d'écrire sur sa vie d'une manière ou d'une autre l'a aidé à guérir des blessures mentales qu'elle a subies. Mais un aspect des Yakuza ne la quittera jamais. Le tatouage des Yakuza. Au lieu de cacher ces tatouages qui recouvrent son corps, Shoko les assume et les voit même comme une partie d'une émancipation dans sa vie.
Alors que des artistes et des musiciens japonais célèbres peuvent librement afficher leur art corporel, les Yakuza mènent des vies de plus en plus cachées et leurs tatouages ont eu un effet sur la culture même du Japon. Les membres des Yakuza subissent le genre de discrimination qui vient avec le port de ces tatouages et certains prennent même des décisions extrêmes pour reprendre une vie normale en les faisant complètement disparaître. Mais pour Shoko, ces tatouages sont devenus une partie durable de sa vie et elle en a même ajouté d'autres pour couvrir les cicatrices de sa jeunesse, recouvrant son corps de dragon, de fleurs, de phénix et de courtisanes. Bien que comme la plupart des anciens membres, elle ressente le besoin de les couvrir dans la société japonaise, elle ressent toujours au travers de ses tatouages une émancipation et continue à en ajouter, même après avoir quitté l'organisation. Ayant vu les tatouages autour d'elle dès son plus jeune âge, elle s'y est habituée et les a même admirés. Elle dira plus tard: « Mon père avait un énorme Bouddha dans le dos et beaucoup de gens qui venaient chez nous avaient des tatouages. Je savais que cela les rendait différents des gens ordinaires, mais aussi que la relation entre eux était plus forte que le sang. Je suppose que je sentais que c'était le monde auquel j'appartenais. Je me sentais chez moi avec ces personnes. » Les tatouages des Yakuza deviennent maintenant moins fréquents à mesure que leur nombre diminue. C'est en 1992 que les autorités japonaises ont finalement décidé de s'opposer à cette organisation mortelle et ont donné à leur propre peuple un ultimatum. C'était le début de la fin pour les Yakuza. La police, qui était autrefois peu respectée, a décidé de prendre des mesures contre ce gouvernement de l'ombre qui avait infiltré le marché boursier, l'immobilier, la gestion des aéroports et même des centrales nucléaires. Ces groupes violents étaient partout dans des secteurs clés de l'économie. Le gouvernement japonais a mis en œuvre la loi anti-Boryukudan en 1992. Ces lois anti-gang strictes ont non seulement facilité l'arrestation des chefs de gang pour les actions de leurs subordonnés, mais ont également découragé les entreprises de s'engager avec les Yakuza. En réalité, si les sociétés étaient prises en train de traiter avec eux, elles seraient confrontées à une série de punitions. Cela ne comprend pas seulement les réunions ou les transactions commerciales, cela peut aussi être simplement de jouer une partie de golf avec un membre des Yakuza. En faisant cela, la police est passée de la punition directe des gangs à laisser la stigmatisation sociale faire le travail pour eux. L'effet a été ressenti presque immédiatement, avec de nombreux gangs qui disparaissaient et le nombre de Yakuza qui chutait rapidement. Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais de recruter des membres et leurs nombres sont passés à près de 200 000 à leur apogée, à moins de 40 000 aujourd'hui. Shoko Tendo prévoit d'écrire une suite à son premier livre et vit maintenant en tant que mère célibataire avec un jeune enfant. Elle parle de son nouveau partenaire comme étant à des années-lumière des hommes avec lesquels elle a grandi et le décrit comme presque comiquement différent, très doux et féminin. Il panique quand il voit ses tatouages et il lui dit de les couvrir quand ils sortent. Loin des clans, elle mène une vie heureuse et saine, vivant en tant qu'auteur et aidant à éduquer le Japon et le monde sur la vie d'une fille de Yakuza. L'histoire de Shoko Tendo est à la fois déchirante et inspirante. Elle est passée d'une victime battue à une écrivaine, une mère et une femme émancipée. Elle continue d'inspirer à ce jour énormément de japonaises et assume son passé tout en regardant vers son avenir. Faites-moi savoir ce que vous pensez du cas de Shoko Tendo dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires de crimes.